Ouais! Ouais. Bonjour et bienvenue sur Phare Data, la chaîne qui éclaire vos données. Dans l'océan des données, voir clair change tout. Sur Phare Data, on décrypte les services de données, l'analytics, l'AI, le tout avec un ton accessible, des choix techniques assumés et une touche d'air marin. Alors que vous soyez architecte, analyste, data engineer, product owner ou simplement curieux, Phare Data vous accompagne pour comprendre les enjeux réels, éclairer les compromis et prendre de meilleures décisions et parfois avec le cri des mouettes en bruit de fond. Si ce genre de contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Cap sur l'épisode du jour où j'ai le plaisir d'être accompagné par Manel et Frédéric pour évoquer l'encryption des données dans Microsoft Fabric. On ne va pas parler aujourd'hui d'encryption des données qui sont en transit, mais plutôt ceux at rest lorsqu'elles sont persistées sur le stockage. Mais avant ça, on peut quand même rappeler que les données transitent sur l'Internet public entre les services Microsoft. Ils sont toujours encryptés au moins en TLS 1.2 et que Fabric privilégie le TLS 1.3 dès que possible et que le trafic entre les services Microsoft transite toujours par le réseau mondial Microsoft, le Microsoft Backbone. Et Manel, est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'encryption des données à rest? Yes, en fait, on va parler plus généralement de la sécurité des données dans Fabric. Donc, vous allez voir déjà qu'on a pas mal de choses qui sont déjà mises en place et par périmètre. On peut penser par exemple à l'accès au niveau des espaces de travail, au niveau des éléments, l'accès avec la RLS et LS à travers le One Lake Security. Mais là, on va essayer de faire vraiment un focus sur l'encryption des données à rest sur Microsoft Fabric. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, toutes les données qui sont dans Microsoft Fabric sont déjà encryptées à travers d'ailleurs et grâce à Microsoft Managed Key. Mais on va voir sur cette présentation comment on peut rajouter des niveaux de sécurité supplémentaires que les organisations peuvent mettre en place et manager, tels que par exemple Bring Your Own Key pour l'encryption des modèles sémantiques Power BI ou les CMK pour les espaces de travail Microsoft Fabric, ou même comment on peut utiliser des normes telles que PGP pour sécuriser le transfert des fichiers lorsqu'on a par exemple des use cases où on a besoin de transiter des rapports ou des fichiers entre deux entités distinctes. Donc, je pense que Frédéric va commencer par nous détailler la norme OpenPGP. Eh bien, merci Manel. Oui, en effet, là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et on va voir comment cette norme, justement, OpenPGP peut être utilisée à l'intérieur de Microsoft Fabric. Donc, tu en as déjà un petit peu parlé, mais on peut imaginer qu'aujourd'hui, je sais pas, un ISV ou une société qui développe ses services sur le cloud Azure a besoin d'échanger des fichiers ou des rapports ou toute information de façon chiffrée, par exemple avec des services financiers, des banques et autres. Et on a besoin de s'appuyer justement sur un protocole de chiffrement assez fort et des normes assez fortes pour assurer la sécurité des données qui seront transitées vers ces tiers. Donc c'est là où on repose justement sur PGP, qui est le Pretty Good Privacy, si je me souviens bien, qui repose justement sur la norme OpenPGP. Et à la base, PGP n'est pas open source, mais on a une implémentation open source de PGP qui s'appelle GNU PGP, qui va nous permettre de l'utiliser justement à l'intérieur de Microsoft Fabric. Donc, comment ça fonctionne de façon assez simple? On ne va pas rentrer en détail de comment on va chiffrer les données et autres, mais sachez que les bases de PGP, c'est un système de chiffrement hybride avec une approche qui va être à la fois symétrique et asymétrique. Elle va être symétrique parce qu'on va générer une clé de session qui va permettre d'aller chiffrer les données que l'on désire envoyer. Et on va reposer sur un système asymétrique de clés publiques privées pour pouvoir assurer cet échange entre les tiers de façon très sécurisée. Donc on va voir comment ça fonctionne, mais globalement on va chiffrer les données avec la clé de session et on va chiffrer et encrypter cette clé de session avec la clé publique du tiers qui va recevoir l'information. À partir du moment où cette clé est chiffrée, on va pouvoir envoyer le document qui, lui, est chiffré. Et le document va être reçu par ce tiers et va le déchiffrer avec sa propre
clé privée et va pouvoir même vérifier la signature avec la clé publique de la personne qui lui a envoyé l'information. Donc on va voir tout ça un petit peu en démonstration, mais c'est des choses qui vont pouvoir très bien se faire à l'intérieur de Microsoft Fabric. On va en plus pouvoir que PGP, c'est pas récent, hein, puisque j'avais écrit un article sur PGP et SSIS en 2013. Donc PGP, pour dire que c'est pas récent. éprouvé, c'est utilisé même en dehors de Fabric. Oui, PGP, c'est pas récent, je crois que c'était créé en 91, si je me rappelle bien. Et donc, c'est pas récent, mais justement, du coup, c'est ce qui a un peu créé la norme derrière, et on repose sur des fondamentaux qui sont très, très solides. On va particulièrement utiliser dans Microsoft Fabric le wrapper Python de GNU-PG, qui est la déclinaison open source, justement, de PGP. Donc, vous avez PGP, vous avez OpenPGP qui est la norme, vous avez GNU-PG qui est la déclinaison de PGP en open source, et vous avez la librairie Python qui est le wrapper de GNU-PG directement dans l'environnement Apache. Donc la première chose que l'on va faire, et tout ça va être vu en démonstration juste après, on va tout d'abord générer nos clés. Ça c'est très important. Imaginez je suis la banque et je vais générer mes clés. Donc je peux utiliser ici un GNU PG où je vais pouvoir générer une clé jusqu'à 4096 bits. Donc c'est assez fort en termes de chiffrement. Donc je vais pouvoir avoir à la fois ma clé privé qui est protégé par une passphrase. On peut voir ça comme un mot de passe. Donc, je protège ma clé privée et je génère aussi ma clé publique que je vais pouvoir après aller échanger avec des tiers. Et en tant que ISV, donc en tant que service qui doit envoyer des données à cette banque, bien moi aussi, via GNU-PG, je vais générer à la fois ma clé privée et ma clé publique que je vais pouvoir aller échanger. Okay, donc sachez que chaque tiers, que je sois mon service SaaS centralisé, je vais avoir à la fois ma clé publique et ma clé privée. Et on va parler de banques ou de services financiers, eux aussi vont avoir leur clé publique et leur clé privée. Donc c'est un petit outil qui en ligne de commande peut directement vous générer à la fois les clés privées et les clés publiques. Et c'est là où on va commencer à avoir un échange de clés. C'est-à-dire que moi, en tant que service SaaS centralisé qui veut échanger de l'information avec les tiers, je vais envoyer ma clé publique à tous les tiers avec lesquels je veux échanger des données chiffrées. Et chaque tiers va m'envoyer sa clé publique que moi, je vais stocker en centrale. Donc, vous voyez, il y a un échange entre ces clés publiques suivant les tiers. Bien évidemment, la clé privée de chaque tiers et la clé privée centralisée reste une propriété privée qui doit être stockée dans son vault indépendamment les uns des autres. Et quand on parle de vault, eh bien, naturellement, on arrive sur le service de coffre-fort de Azure, qui est Azure Key Vault. Alors, aujourd'hui, Azure Key Vault ne supporte pas nativement le PGP et les clés sur la norme OpenPGP. Aujourd'hui, il supporte le RSA, ce qu'on appelle les SECI, les clés symétriques, mais aussi les certificats. Mais la souplesse de Azure Key Vault va nous permettre de stocker ces clés en tant que secret et de les protéger avec toute la sécurité d'accès que l'on va avoir directement sur notre Key Vault. Donc, en tant que service SaaS qui a envie de dialoguer avec des services financiers, je vais avoir mon propre Key Vault et je vais sauvegarder dans ce Key Vault à la fois ma clé privée et potentiellement ma passphrase qui va me permettre de retrouver et de déchiffrer ma clé privée, mais aussi toutes les clés publiques que l'on va m'envoyer. Donc ça se fait très bien avec une petite commande PowerShell où je vais lui targeter le nom de mon Key Vault, lui dire quel secret je veux importer. Donc je vais identifier chaque clé publique qui provient de mes services financiers par un nom de clé publique et je vais importer le fichier de clé publique directement dans mon Azure Key Vault. Et la résultante de ça, c'est que je vais avoir mon Key Vault centralisé
avec de mon service SaaS et un ensemble, vous voyez ici, de clés publiques et de clés privées. La clé privée, c'est la mienne, d'accord? Et je vais stocker toutes les clés publiques des tiers avec qui je veux échanger des informations chiffrées. Donc ça se fait très simplement, très facilement. Donc je disais tout à l'heure, on a PGP, on a la norme OpenPGP et on a une implémentation GNU-PG qui va nous permettre de générer de façon open source nos clés privées et nos clés publiques. Et on a ce wrapper qui s'appelle Python GNU-PG qui va nous permettre justement dans l'environnement Apache et directement en Python, va nous permettre de chiffrer, de déchiffrer, de signer des fichiers, mais aussi de vérifier la signature de fichiers que l'on nous a envoyés. Donc ça, c'est ultra pratique et c'est complètement compatible avec Microsoft Fabric parce qu'on est dans un environnement Spark, donc on va pouvoir utiliser cette librairie. Donc on a, là dans notre exemple, on a créé un template de notebook qui va être très générique, qui va nous permettre deux choses, qui va nous permettre de chiffrer un ensemble de données, un fichier, un répertoire ou n répertoires, de signer le fichier, de le compresser et de le signer. Okay, et ce même notebook va nous permettre de recevoir une information, de la déchiffrer et d'en vérifier la signature. Donc on a vraiment un template de notebook qui va pouvoir nous faire le chiffrement et le déchiffrement des informations qui vont transiter. On va voir après avec Manette comment on peut ordonnancer tout ça, mais là on est vraiment sur le cœur du chiffrement et déchiffrement. Donc le but, et vous voyez au milieu sur les scénarios, donc j'ai un service SaaS qui va envoyer des informations à une banque et j'ai une banque qui va recevoir des informations d'un service SaaS. Okay, donc, à partir du moment où j'ai mon service SaaS qui envoie les informations à la banque, qu'est-ce qui va se passer? Mon service SaaS va se générer une clé de session. De façon symétrique, va chiffrer les données à envoyer avec sa clé de session. Ensuite, on va chiffrer la clé de session avec la clé publique du tiers qui va recevoir les informations. Donc ici, la banque A, d'accord? Et on va envoyer des informations. À partir du moment où la banque A reçoit les informations, elle va déchiffrer les informations avec sa clé privée, qui est sa clé privée qu'elle a chez elle. Et en plus, elle va vérifier la signature de ces informations en utilisant la clé publique de la personne qui a envoyé, avec qui elle dialogue, et la personne qui a envoyé les informations. Ce qui permet donc, là, de vérifier qu'on n'ait pas transformé la donnée avant qu'ils la reçoivent. Exactement. Okay. Et sous quel format tu vas les envoyer, ces fichiers-là? Et justement, le format, c'est un PGP, c'est un format PGP ou un format zip que je vais avoir compressé. Après, c'est un peu comme on veut. On peut le compresser, avoir le CSV, le compresser, et derrière, on en fait un zip et on envoie l'information au tiers. Okay. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu tout ça en vidéo. Super. Donc, avant de rentrer dans la démonstration, juste un petit point sur le zoning, sur le OneLake. Alors le zoning, c'est un bien gros mot. Je veux juste dire que là, je vais simuler une zone de réception d'informations et une zone d'émission d'informations. Donc vous voyez ici la zone export à droite, c'est la zone où je vais compresser l'information, chiffrer l'information pour un envoi. Et la zone landing, c'est une information que la banque va m'envoyer et que je vais déchiffrer. C'est comme ça que ça va se passer. Donc on est parti. Là, je suis dans mon environnement Fabric, dont j'ai ici créé mon workspace. Vous voyez, dans mon workspace, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste ce notebook qui est central à toutes les interactions que je vais avoir avec ma donnée. Donc là, on revoit mes deux scénarios. J'ai mon service SaaS centralisé qui va envoyer les informations à une banque et j'ai ma banque qui va recevoir les informations de mon service centralisé. Ici, si je fais un GNU-PG,
Donc je vois que je vais avoir l'ensemble de mes clés, et vu que je simule sur ma machine, je vais avoir à la fois mes clés privées et publiques de mon service SaaS centralisé, mais aussi la clé publique de la banque qui va m'envoyer des informations. Et comme tout à l'heure on l'a vu sur le Key Vault, qui est lié à mon service SaaS, je vais avoir un ensemble de secrets, et dans ces secrets, je vais avoir ma propre clé privée, mais je vais avoir aussi la clé publique de la banque qui va recevoir les informations ou m'envoyer des informations. Alors bien évidemment, je retrouve tout ce qui est assez standard au Key Vault. Je vais pouvoir versionner mes secrets et vous voyez, je retrouve la clé publique de ma banque qui peut être affichée. Donc là, je vais commencer à exécuter un petit peu ce notebook. Donc je vais initialiser mon notebook, je vais importer la librairie, vous voyez, le Python GNU PG, et après je vais aller définir un certain nombre de fonctions. Donc là, je vais initialiser ma librairie en allant justement chercher les différents secrets avec la librairie Spark Utile de Microsoft directement dans mon Azure Key Vault. Et donc ça, c'est assez bien parce que je vais pouvoir lui donner accès à la Managed Identity directement de mon workspace, et c'est cette Managed Identity qui pourra aller chercher les secrets directement dans le Key Vault et pas d'autres personnes. Je vais définir deux fonctions, une fonction de chiffrement et une fonction de déchiffrement des informations qui vont m'être envoyées. Donc là, on va commencer par le premier scénario où je vais vouloir chiffrer un fichier CSV qui est présent sur mon OneLake dans mon workspace. Okay, donc là, je me positionne comme mon service SaaS centralisé qui envoie une information chiffrée à un service financier, ici la banque A. Donc là, j'ai mon petit fichier hotelreviews.csv. Donc je vais chiffrer cet hotelreviews.csv en me créant justement une clé de session, d'accord, et après en encapsulant et en chiffrant cette clé session avec la clé publique de la banque A. Et là, c'est ce qu'on voit, Reception Key Secret, banque A, PGP public. Et derrière, j'ai été compresser mon fichier. Donc, ma résultante, c'est un fichier .pgp qui est compressé et qui est chiffré pour un envoi à ma banque. Donc, là, ça y est, j'ai déjà chiffré mon fichier. Donc, là, je vais simuler ma banque maintenant. Donc, moi, pour recevoir l'information, connaît banque, il va falloir que j'aille déchiffrer le fichier qu'on vient de m'envoyer. Donc, je vais juste passer par, je vais télécharger le fichier sur mon poste. Donc là, je télécharge le fichier qui a été chiffré par mon service centralisé. Je vais aller le déchiffrer. Donc, si je le déchiffre, ça veut dire que je pivote mon profil sur le profil de la banque et je vais aller déchiffrer avec ma clé privée de la banque. Donc, vous voyez ici, j'ai le .pgp. Donc, je vais lui dire, je veux déchiffrer ce que l'on m'a envoyé. Pour le déchiffrer, je dois avoir accès à ma clé privée. Donc, je rentre mon mot de passe de la banque pour accéder à ma clé privée de la banque A. Et donc là, je déchiffre l'information. Et vous voyez, j'ai deux choses. Ça me dit bien que l'information a été déchiffrée, mais en plus, ça a été vérifié, la signature du fichier qui m'a été envoyé avec la clé publique du service SaaS qui me l'a envoyé. Donc là, j'ai déchiffré le fichier hotelreviews.pgp qui m'a été envoyé par la banque. Et donc maintenant, je vais pouvoir le lire dans mon environnement. Le deuxième scénario que l'on va faire ici, c'est que je vais recevoir une information de ma banque dans mon service SaaS centralisé sur Microsoft Fabric. Donc là, le but déjà, c'est si je me positionne sur le profil de la banque, je dois chiffrer l'information. Okay, donc là, ce que je suis en train de dire, je vais chiffrer le hotelreviews.csv d'un point de vue banque et je veux l'envoyer au service SaaS centralisé. D'accord? Donc moi, je suis la banque et je veux l'envoyer au service SaaS. Donc c'est ce que fait cette petite GNU PG. Admettons que tu as demandé ton fichier en local que tu as reçu et décrypté. Maintenant, tu veux toi aussi le compléter et le réencrypter avant de l'envoyer à la banque qui te l'a envoyé. Potentiellement. Okay. Potentiellement. Et donc là, je me mets dans un mode où j'ai reçu le fichier. Donc là, bien évidemment, je le simule. Donc, j'upload le fichier qui a été chiffré par la banque
dans ma zone de landing, mais dites-vous que tout ça doit être forcément industrialisé, et on va faire ça avec Manel un petit peu après. Mais j'ai ce fichier qui m'est arrivé sur mon OneLake. À partir du moment où il est sur mon OneLake, je vais pouvoir utiliser mon code Python en disant va me le déchiffrer ce fichier. Donc vu qu'il a été la clé a été chiffrée avec ma clé publique, moi je vais accéder à ma clé privée en tant que service SaaS centralisé. Je vais le déchiffrer avec ma clé privée et en plus je vais pouvoir vérifier la signature de qui me l'envoie parce que je sais que c'est la banque A, je vais accéder à sa clé publique et je vais déchiffrer le fichier. Et théoriquement, si j'ai bien déchiffré le fichier, je vais retrouver mon CSV complètement utilisable dans mon environnement Microsoft Fabric. Donc là, en résumé, sur cette petite démonstration, on a vu les deux scénarios possibles. J'ai Microsoft Fabric en centrale avec un ISV qui envoie un fichier chiffré à une banque qui le déchiffre en local, et j'ai une banque qui envoie un fichier à ma plateforme Microsoft Fabric et je la déchiffre en local, et surtout je vérifie à chaque fois la signature du tiers pour voir que le fichier, comme tu disais Romain, n'a pas été modifié. Super démo, merci. Et maintenant, j'ai hâte de savoir comment on va pouvoir orchestrer tout ça. Manel, tu peux nous en parler? Ben oui, déjà, dès lors qu'on parle d'orchestration, le maître mot dans Microsoft Fabric, ce sont les data pipelines. C'est vraiment cet élément qui va nous permettre de faire différentes orchestrations, pas que liées au PGP, mais là, on va voir justement comment on peut utiliser les data pipelines pour ça. Ben déjà, ce qu'il faut savoir ici, c'est que pour le moment, la partie encryption et décryption que Frédéric avait montré durant la démonstration se faisait via des notebooks. Donc, sur la partie data pipeline, on a justement la possibilité de faire appel à des notebooks pour des activités notebook pour lancer l'appel d'encryption et l'appel de décryption des différents fichiers. Autre chose aussi, c'est qu'on part sur un scénario où on fait un envoi de fichiers, donc un transfert de fichiers. Pour ça, en fait, on a pas mal d'autres activités qui nous permettent justement d'aller récupérer du SFTP ou d'aller faire des copies depuis une landing zone que la banque a mis en place vers notre Fabric OneLake ou autre. On peut même lancer des triggers dans le sens où on a une landing zone. Dès lors qu'on réceptionne un fichier, on a un trigger ou un événement de trigger qu'on peut enclencher pour faire tout le pipeline qui a été mis en place via les notebooks. Donc ça, c'est hyper important. Et on a évoqué les notebooks, mais pourquoi pas utiliser les UDF, une UDF qui serait au niveau de l'entreprise partageable, et donc on aurait quelque chose d'assez normalisé dans toute l'entreprise pour échanger, finalement aussi décompresser ces fichiers encryptés. C'est effectivement une très très bonne idée parce que là, on a fait notre encryption, décryption via des notebooks, mais on peut facilement penser à créer une user data function dans Microsoft Fabric qui a la possibilité d'aller se connecter à notre Azure Key Vault, d'aller récupérer les différentes clés publiques et privées pour vérifier la signature, pour crypter les différents fichiers et les décrypter. Et via un data pipeline, on a justement une activité qui peut faire appel à un UDF qui va faire tout le travail pour nous. Donc, on peut penser justement à un scénario où on crée une IDF propre à notre organisation, où on va juste faire appel à elle avec des différents paramètres. On a vu l'encryption, le chiffrement via PGP. Maintenant, on va parler de l'encryption des données à Tresk, toujours donc au niveau du stockage, et on va parler du CMK et du Bring Your Own Key. Alors, le Bring Your Own Key, on le connaissait déjà côté Power BI, mais là, le CMK, pour certains artefacts Fabric, c'est plus récent. Manel, tu peux nous en parler? Oui, en fait, là, l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut rajouter une couche de sécurité pour encrypter avec nos propres clés quelques items de Microsoft Fabric. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, toutes les données à reste dans Microsoft Fabric sont déjà encryptées. Donc, par défaut, et managées par Microsoft. Donc, cette encryption-là, elle est déjà managée par Microsoft. Là, l'idée du CMK, c'est de rajouter une couche supplémentaire. Donc, c'est d'encapsuler justement le DEK qui est managé par Microsoft par une couche supplémentaire que les organisations peuvent mettre en place pour encrypter certains éléments de Fabric. Merci Manel. Et tu as raison de mettre l'emphase justement sur ces clés, parce que ce qui est très important de comprendre, c'est aussi la rotation des clés. Et on en parle souvent, c'est des sujets qui sont un peu
compliqué des fois à adresser avec nos clients, c'est qu'aussi bien au niveau du CMK, du Bring Your Own Key ou du PGP, on a besoin, pour être très sécurisé, d'appliquer une rotation des clés sur toutes les couches. Et cette rotation doit être contrôlée. Donc c'est un process qui doit vraiment exister chez nos clients, et moi j'invite tout le monde justement à créer une équipe qui vont participer justement à cette cérémonie de rotation des clés, parce que typiquement si on révoque une clé avant même d'avoir fait la rotation propre de nos clés, mais en fait la fonctionnalité de Fabric est d'aller voir tous les jours, une fois par jour, s'il existe de nouvelles clés justement dans notre Azure Key Vault. Et si cette cérémonie des clés n'est pas synchronisée, alors on peut perdre toutes les informations qu'il y a à l'intérieur de notre workspace et ne plus pouvoir y accéder, parce que justement elles sont chiffrées mais avec la mauvaise clé. Donc voilà, donc ça, attention, il faut bien mettre en place ces cérémonies de rotation des clés chez les clients. Ouais, parce que là, la responsabilité, elle est partagée et c'est pas Microsoft que vous pourrez Exactement. porter responsable de ne pas avoir sauvegardé votre clé qui vous permet plus, du coup, d'accéder à vos éléments. En fait, c'est tout Exactement. l'intérêt, c'est que les organisations aient accès à une clé qui est la leur et que Microsoft n'a pas accès pour ajouter une couche de sécurité. C'est exactement ça. Donc, c'est important de bien s'assurer de ce point-là. Et ce qui est important à savoir avec la fonctionnalité de CMK, c'est que c'est une fonctionnalité plutôt récente. On l'a mis en JA depuis le 15 octobre 2025 et on supporte le HSM depuis août 2025 aussi. Et Donc, par rapport c'est aux tout récent tout objets ça. qui sont supportés, je crois que tous ne le sont pas encore. Non, il y a certains éléments fabriques qui aujourd'hui sont supportés avec le CMK en JA et comme tu peux le voir aussi, il y a d'autres qui sont en ce moment en public preview, en private preview. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui à date, sur la partie JA, ce qui est supporté, grosso modo, ce sont les Lakehouse, Warehouse, Notebook, Spark Job. Ce que vous voyez ici sur cette slide, c'est vraiment ça qui est supporté. On a d'autres qui sont plus ou moins en preview, tels que le SQLDB. Et en private preview, on a aussi le Event House. Et ça s'active au niveau d'un workspace. Donc, quand on le voit comme ça dans ta slide, ah oui, contrairement au brillant OnKey qu'on va évoquer tout à l'heure, qui s'appliquait au niveau de capacité, là, c'est bien au niveau d'un workspace. Et ce que disait en jaune ici, c'est que tu ne pouvais pas le créer si tu as un objet au moins qui n'est pas supporté. Effectivement, ça c'est hyper important. Si vous avez par exemple un objet qui n'est pas dans la liste qu'on a mis sur notre site, tel que par exemple un modèle sémantique Power BI qui lui ne supporte pas le CMK, vous n'allez pas pouvoir activer le CMK au niveau de l'espace de travail. Donc c'est hyper important avant d'activer le CMK de s'assurer que uniquement les éléments qui supportent le CMK sont disponibles dans l'espace de travail. Ou peut-être penser à dissocier les éléments qui ne sont pas supportés et les mettre dans un espace de travail dédié en dehors de celui où on active le CMK. Super, merci beaucoup pour cet épisode. C'est vrai que ce thème sur le PGP, l'encryption, le CMK, le Bring Your Own Key, c'est pas toujours simple à vulgariser. D'ailleurs, si vous avez des sujets comme ça difficiles à vulgariser, n'hésitez pas à nous challenger. Voilà pour cet épisode de Phare Data. Si ce sujet vous a aidé à voir plus clair sur vos choix data, alors le phare aura rempli sa mission. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, gardez le cap. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut.